Et bien aussi des évolutions du conflit russo-ukrainien. On entend de plus en plus parler, évidemment, sur les chaînes d'info françaises, aujourd'hui d'une défaite de la Russie et même d'une potentielle chute de Vladimir Poutine après la décision de mobiliser partiellement, donc en Russie. Quel est votre regard sur l'état du conflit? Je vous demanderai aussi un petit avis sur BHL après. Alors, c'est toujours difficile de définir ce qu'est une défaite, ce qu'est une victoire. L'Ukraine a un bilan territorial qui est mauvais maintenant. Ça, c'est un fait. Avant 2014, l'Ukraine avait le Donbass. Maintenant, l'Ukraine ne tient plus le Donbass. Quelle que soit la contre-offensive, etc., menée avec le soutien des États-Unis, donc comment ça marche cette contre-offensive? Les Ukrainiens ont les fameux HIMARS, qui sont des missiles téléguidés par satellite, qui peuvent interrompre les chaînes logistiques russes. Or, à la guerre, on dit que les amateurs parlent de stratégie, mais les professionnels parlent de logistique. Les professionnels de la guerre, c'est des logisticiens. Eisenhower était logisticien. C'est même pour ça d'ailleurs qu'il va créer le grand plan d'autoroute américaine, parce que pendant la Première Guerre mondiale, il va traverser tous les États-Unis avec une Ford Model T. Il va se rendre compte de l'état des routes. Il va se dire un jour, il faudra qu'on ait des bonnes routes. Et les Ukrainiens sont capables de couper la logistique russe, c'est un fait. Qu'a fait Poutine? Il a dit, à partir de maintenant, le Donbass, ça appartient à la Russie. Point. C'est la nouvelle Russie. Deuxièmement, si vous attaquez la Russie, je sors le feu nucléaire. Ça, c'est une méthode de négo de la guerre froide. C'est la méthode de Khrouchtchev. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Vous croyez à ce risque nucléaire? C'est un fait. La Russie est la première puissance nucléaire mondiale. Il n'y a pas besoin de dire qui bluffe ou qui bluffe pas. La Russie a les meilleures technologies nucléaires mondiales aujourd'hui. Les missiles hypersoniques avec donc de la magnéto-hydrodynamique, c'est du plasma qui est autour du missile qui lui permet d'atteindre des vitesses hypersoniques. Donc on parle de Mach 14 et ça peut atteindre n'importe quelle cible dans le monde. En fait, c'est comme une fusée, quoi, fondamentalement. Hein. C'est pas simplement un missile classique. Et genre, ça pourrait atteindre, j'avais vu, il y avait eu en quelques minutes seulement les pays occidentaux, quoi. La Russie peut frapper l'Antarctique en moins d'1 heure. C'est tout. Quand vous pouvez frapper l'Antarctique en moins d'1 heure, oui, vous pouvez frapper Paris en quelques minutes. Et à partir du moment où il déclare que le Donbass est russe, oui, ça veut dire que vous touchez au Donbass, et là, on va changer de registre. On ne va plus aller dans le registre d'une petite guerre qu'il avait appelée opération spéciale pour des raisons politiques très claires. C'est-à-dire, d'une part, il pouvait escalader. En appelant ça des opérations spéciales, il gardait la possibilité de dire « Ah, maintenant, c'est la guerre, pour de vrai ». Donc, on va beaucoup moins rigoler, on va utiliser des bombardiers stratégiques, etc. C'est des choses envisageables. Mais beaucoup de gens ont dit que Poutine avait perdu. C'est toujours très compliqué. Il y avait plusieurs niveaux, c'était elle-même un peu beaucoup passionnément, quoi. Cette guerre, Poutine pouvait la gagner un peu beaucoup passionnément. Passionnément, c'était on faisait sauter l'exécutif à Kiev et on remettait un exécutif pro-russe. Ça n'a pas marché. Il pouvait le faire ou pas? Ça aurait pu, en tout cas, il l'aurait désiré. Il l'aurait désiré. Donc là, il y a une résistance ukrainienne réelle. Ukraino-américaine, avec des réseaux d'influence aussi. Voilà. Et puis surtout, il y a le fait que les éventuelles élites pro-russes que Poutine aurait pu mettre ont été tellement dissuadées avant que personne n'a voulu sortir la tête à ce moment-là pour dire oui, moi je suis prêt à assumer le pouvoir si jamais Kiev abdiquait en quelque sorte. Donc ça, c'était foutu. Et d'ailleurs, quand on vous dit par exemple que Kiev c'était une diversion, non, on n'envoie pas les descentes niquées. Donc descente, ça vient de descente en français. Hein. C'est vraiment, il y a beaucoup de mots français dans le russe. Parterre, funiculaire, c'est des mots français en russe. Là. Descente, c'est les parachutistes. Et c'est les Russes qui ont inventé ça. Ils sautaient des ailes d'avion. Les mecs, c'était vraiment des vrais casse-cou. Ils sautaient avec un parachute, mais ils sautaient pas de la cale, de la soute. Ils sautaient des ailes, carrément, pendant les années 20. Et il a envoyé donc ces mangeurs de tonnerre, ces troupes ultra spéciales, se faire tuer à Gostomel. Et si c'était une diversion, on n'envoie pas les meilleures troupes de son pays se faire tuer à Gostomel. Donc ça, c'est un échec, oui. Mais l'Ukraine a perdu le Donbass. Quelle que soit la façon dont on voit les choses, l'Ukraine sort avec un bilan territorial négatif. On peut dire, ah oui, mais ils ont résisté à l'agression. Ok, en 2014, ils avaient le Donbass. Maintenant, ils l'ont plus. Et je vais même vous donner un scoop, ils le verront plus jamais. Le Donbass, c'est fini. L'Ukraine ne l'aura plus. Donc, on ne peut pas dire que l'Ukraine ait gagné. Et on ne peut pas dire non plus que les intentions russes aient été atteintes dans leur totalité. Mais mon résumé, c'est que c'est un peu comme la guerre Iran-Irak. L'idée des Américains, c'est de détruire les deux camps. Détruire l'Europe, détruire les Russes. Et arriver sur les ruines. Et vous pensez que ce conflit peut quand même dégénérer sur un plan mondial? Oui, alors aujourd'hui c'est vraiment grâce aux armes nucléaires, c'est horrible de dire ça, mais c'est grâce aux armes nucléaires qu'on n'a pas atteint, je veux dire... La dissuasion, quoi. Oui, grâce au fait que si jamais ça déborde, là on atteint vraiment... Et un feu nucléaire tel qu'on l'a jamais vu, je veux dire, l'utilisation d'armes nucléaires sur les civils par les États-Unis d'Amérique, Hiroshima, Nagasaki, c'était des bombes A, c'est pas des bombes H, c'est pas des bombes thermonucléaires. Rien que la Tsar Bomba, par exemple. Là, on est à Paris. C'est quoi la Tsar Bomba? Donc la Tsar Bomba, c'est le plus gros appareil nucléaire jamais détonné sur Terre.
qui a détonné qu'à 50% de ses capacités, sous Khrouchtchev. Elle a détonné en Nouvelle-Zamble, donc une île au nord de la Russie. Et cette tsar bomba, si vous la lâchez sur Paris, Melun est complètement rasé, et dans la zone de destruction totale. Et le reste, ensuite, vous avez de la zone de radiation, etc. Et comme Tchernobyl, quoi. Non, Tchernobyl, c'est rien. Tchernobyl, c'est pas une détonation thermonucléaire. Tchernobyl, c'est une contamination. Le résultat, ce serait qu'après, on peut... Non, Tchernobyl, c'est de la contamination. C'est-à-dire, les bâtiments sont pas aplatis. Une bombe thermonucléaire, il y a une tour, il y en a plus. C'est un parking. Et ensuite, oui, il y a la contamination nucléaire, notamment au césium, etc. Et à l'iode. Mais ça vient après. Et ça, oui, c'est Tchernobyl. Mais ça, c'est sur toute la France, si ça détonne à Paris. Donc, on n'est plus du tout dans les mêmes niveaux de destruction aujourd'hui. Et en plus... Ah oui, l'effet radioactif, ce serait au-delà même. Si bien sûr. Non, mais en réalité, c'est même dans toute l'atmosphère. Dans les années 50, par exemple, James Lovelock, biologiste anglais qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est un grand génie de la biologie, il avait découvert des traces de DDT dans le lait maternel des femmes esquimaux. Des femmes inuites, techniquement esquimaux, c'est censé être une insulte. Ça veut dire mangeurs de viande, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça. Dans le lait maternel des femmes inuites, il y avait du DDT. On n'a pas aspergé, l'aspersion de DDT, c'est pas pareil qu'une bombe atomique. Donc le monde entier serait contaminé, bien sûr. Pas à des taux, je veux dire, les Brésiliens, les Argentins seraient pas dans des taux mortels, mais ça serait une catastrophe dans tous les cas. Et personne ne gagne une guerre nucléaire. D'ailleurs, Omar Bradley avait dit, la seule façon de gagner une guerre nucléaire, c'est de pas la commencer. Donc ça, c'est un fait. On peut pas gagner une guerre nucléaire. Personne gagne une guerre nucléaire. Ça n'existe pas, le gagnant d'une guerre nucléaire. Sauf quand il est le seul à détenir l'arme atomique, comme les États-Unis en 1945. Mais vu que c'est plus le cas, il n'y a pas de gagnant. Donc oui, cette guerre aurait pu bifurquer. Et on le voit dans le comportement de certains pays d'ailleurs. On le voit, certains pays ont dit non. Viktor Orban a dit par exemple, je ne veux pas que certaines troupes ou certaines livraisons passent par mon pays. Même les Polonais qui sont dans l'OTAN ont fixé des limites. On dit ça, c'est hors de question. Et même les Américains ont interdit aux Ukrainiens de frapper des cibles sur le territoire russe avec leur HIMARS et avec leur renseignement satellite. Donc c'est pour ça que si Poutine déclare que le Donbass est russe, il peut très bien arrêter la guerre et dire bon, maintenant c'est simple. Même si j'ai tout perdu, même si vous étiez prêt à envahir Lysychansk que j'avais repris il y a 2 mois, maintenant c'est du territoire russe. Donc si vous y touchez, on va changer de registre.